BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. 2 records aujourd'hui, enfin hier plutôt. Record historique pour le Bitcoin, enfin dépassé à plus de 69 000 $. Et puis record aussi parce que c'est la première fois que le Bitcoin bat son record historique avant le fameux halving qui, je le rappelle, aura lieu dans quelques semaines, le 19 avril prochain. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Lebescon, chef de rubrique Crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Bonjour Jérémy. Bonjour Amaury. Xavier Gomez, ancien banquier et cofondateur de Invio. Bonjour Xavier. Bonjour Amaury. Xavier, je propose qu'on commence tout de suite par voir un petit peu techniquement ce qui s'est passé, parce que vous êtes aussi ancien trader, et on l'a vu, juste après avoir passé les 69 000 $, on a retracé assez fort, de moins 14% en quelques heures. Comment expliquer ce retracement? Est-ce que c'est normal? Oui, on appelle habituellement ce type on va dire d'opération un flash crash. 69 000 $ était un niveau fatidique, je dirais, qui était le plus haut niveau du Bitcoin historiquement. Et donc, il était un peu, je dirais, cousu de fil blanc, qui avait pas mal d'ordres de vente à ce niveau-là pour couper la position et pour prendre des profits assez rapides. Et c'est aussi une espèce de respiration d'un point de vue de l'analyse technique, de toucher les plus hauts avant peut-être d'aller plus haut dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors certains ont été surpris parce que il y avait quand même $1 milliard de positions longues qui ont été liquidées d'un coup. Les traders en question, pour la plupart, s'attendaient à ce qu'on passe le cap symbolique, on va dire, des 70 000 $ et qu'on aille plus loin. Et là, ça s'est pas fait. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a touché les 69 000 et puis les gens s'est dit, oulala, on va vendre tout de suite, on va prendre des profits. Exactement, c'est le sujet, parce qu'on n'a jamais vu au-dessus. Donc, d'un point de vue de l'analyse technique, on voit pas les prochains résistances qui ont été réalisées auparavant, et donc c'est un peu compliqué, sachant qu'on est aussi sur les marchés financiers dits traditionnels au plus haut. Je prends simplement un indice qui a été un peu oublié pendant 20 ou 25 ans, qui était en dépression, le Nikkei. Le Nikkei touche son plus haut de tous les temps. C'est vrai qu'il revient. Ouais. Et donc, si vous voulez, là, on se dit que les valorisations sont un peu élevées. Est-ce qu'il faut prendre un peu de bénéfices ou pas? Donc, c'est de la préservation, on va dire, de profit. C'est peut-être des positions en partie qui ont été coupées, avec peut-être un mouvement de respiration qui vont revenir sur des supports pour aller plus haut, pour dessiner effectivement des plus hauts. Et on voit effectivement que le plus bas a été quand même racheté assez vite. Il y a quand même une résistance, une résilience du cours du Bitcoin assez impressionnante. Jérémy, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette discussion technique, on va dire? C'était quelque peu en fait attendu. Déjà, Bitcoin généralement agit selon des modes auxquels on ne s'attend pas. 69 000 $, c'était en effet un cap fatidique. Il faut savoir qu'il y avait un marché qui était un marché financier et surtout un marché des produits dérivés. Je pense notamment aux contrats options et puis aux positions avec des effets de levier qui étaient très 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 étendus, avec beaucoup de positions qui étaient un peu surextended, comme on dit, over leverage, surendettées. Et c'est une manière en effet pour le marché, comme Xavier l'a dit, de souffler un petit peu. C'est aussi une manière de remettre à zéro les taux de financement, les funding rates qui étaient devenus aussi très chers sur ce marché-là. Donc en fait, c'est un reset tout simplement de ce marché-là qui a entraîné $1 milliard de liquidation sur l'ensemble du secteur crypto. Pour le seul Bitcoin, je crois que c'est un tiers, à peu près 330 millions de dollars. C'est plutôt sain, en effet. Alors ça fait mal lorsque ça touche une position qui était longue, mais malheureusement, les marchés doivent en passer par là. Bon, donc rien d'anormal. Xavier, est-ce que c'est important les chiffres ronds en trading? C'est-à-dire, est-ce que le passage, par exemple, des 70, est-ce que ça va être un cap psychologique important, ou alors c'est un peu un non-sujet? Non, c'est important. C'est comme, je me rappelle à l'époque, l'atteinte de 100 $ sur le baril de pétrole. Des petits malins poussaient pour dire j'ai fait le deal à 100 $. Oui, c'est historique en fait. Tout ce qu'on vit actuellement est un peu historique d'un point de vue crypto et d'un point de vue financier. Et donc oui, c'est important. Bon, et puis l'événement, je le disais en introduction, c'est que cette hausse, ce record intervient, et ça c'est la première fois, c'est inédit, avant le fameux halving, donc avant que l'offre du Bitcoin se réduise encore, sachant que là, pour l'instant, la demande
est supérieure à l'offre, et cette offre va être encore divisée le 19 avril prochain. Jérémy, c'est inédit, qu'est-ce que ça nous dit de ce marché, à quoi on peut s'attendre pour la suite? En effet, pour le rappeler aux téléspectateurs, généralement le Bitcoin atteint ses records quelques mois après le halving, qui est la division par 2 de l'émission du nombre de Bitcoin par les mineurs, qui est enregistré automatiquement dans le code de Bitcoin et qui se déroule à peu près tous les 4 ans. Là, ça va intervenir en effet en avril, et pour la première fois, on atteint en effet un cap jusqu'ici jamais atteint par Bitcoin avant le halving, alors qu'il y a à peu près 900 Bitcoins par jour qui sont produits. Il y en a, je crois, 10 fois plus qui sont achetés par les ETF, en tout cas c'était le cas jusqu'à la semaine dernière. À partir du mois d'avril, il n'y aura plus que 450 bitcoins produits par jour, donc en fait on peut s'attendre à ce que la demande soit largement supérieure à l'offre. Donc normalement ça devrait amener en effet tout simplement une pression sur l'achat. On sait que les comptoirs de vente hors marché, les comptoirs OTC ne disposent plus véritablement de bitcoin à disposition à la vente, donc il y a une énorme pression. Néanmoins, alors moi je me méfie toujours aussi comme je le disais, du marché, et en effet Bitcoin reste un actif qui est relativement imprévisible. Je recommanderais aussi de ne pas mettre toutes ces positions sur une position longue avec un x2, un x5 ou un effet de levier trop important, en prévision justement de ce halving là. Je pense qu'il va y avoir en effet d'autres respirations sur ce marché. Oui, la hausse quoi qu'il arrive ne sera pas en ligne droite, il y aura des retracements plus ou moins violents, il faut s'y attendre, et en tout cas le trading effet de levier, c'est un métier, c'est une histoire professionnelle, donc attention, ne faites pas trop ça chez vous si c'est pas votre métier. Juste pour compléter ce que vous venez de préciser tous les deux, chose importante, je ne sais pas si vous avez vu, hier quand même, il y a eu des achats pour près de 800 millions de dollars de BlackRock sur Bitcoin. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que c'est 13 fois la journée de mining du 5 mars, ce qui est énorme, et ça amène ce qu'on appelle à un sujet de liquidité, un pool de liquidité. Donc on sait que BlackRock considère le Bitcoin comme le nouvel or digital. Larry Fink, le CEO de BlackRock, l'a dit sur CNBC, on peut retrouver la vidéo. Sachant qu'en 2017, il qualifiait le Bitcoin d'indice du blanchiment d'argent. Exactement. Mais les choses changent. Oui, sauf que c'est un des grands financiers de la planète qui a pris le temps de se former et de s'instruire, contrairement à... Jamie Dimon. Je ne dis pas... J'ai quelques amis encore chez JP Morgan, donc on va dire par rapport à d'autres président de grande banque. Voilà. Ouais. Il a pris le temps de comprendre, et quand il a compris, il appuie sur le bouton, d'où l'ETF, et il ouvre un peu le marché et tout le monde s'engouffre. Et donc cette histoire de pool de liquidité apporte quand même un sujet important, parce que l'asset manager qu'il est croit à cette méga tendance. 2, il a mis un produit à destination des épargnants institutionnels et petits épargnants. Et 3, ils ont tout fait. Enfin, vous connaissez les Américains avec leur côté équipe policier, influencée, pour avoir cet ETF avant le halving. Justement, par rapport à ce que vous dites, pour accompagner cette hausse et en profiter, justement avec les fameux 21 millions de limitations, il va avoir un moment un sujet de liquidité, ou voire même les ETF, pendant un moment, je pense, plus ou moins long, vont être une source de liquidité plutôt que d'acheter du Bitcoin. Jérémy. J'aimerais rajouter un point, je sais qu'on a un programme, mais Xavier a raison, notamment d'ailleurs sur les ETF. Il y a quelque chose qui est très discuté aux États-Unis, c'est le fait que pour les ETF, on achète des parts de Bitcoin. Hein. On n'achète pas un Bitcoin entier. Il y avait toujours ce prix psychologique du Bitcoin. Aujourd'hui, pour beaucoup le retail, le consommateur, le particulier, en effet, a toujours l'impression qu'il ne peut pas acheter une fraction de Bitcoin. Oui. En fait, un ETF, une part d'ETF chez iBit, chez BlackRock par exemple, ça coûte $36. Ça devient désormais beaucoup plus accessible dans la tête d'un épargnant. Donc de fait, ça en fait un produit que n'importe qui du jour au lendemain peut acheter. Et en effet, BlackRock a entamé cette position-là, mais c'est pas les seuls. Et je pense notamment aussi à MicroStrategy qui a encore engagé une nouvelle opération pour émettre une obligation. Là encore une fois, on parlait d'over-leverage, mais c'est un petit peu le cas pour MicroStrategy qui va émettre une obligation pour acheter encore plus de Bitcoin, alors que c'est la plus grosse entreprise des entreprises de Bitcoin hors ETF. Je crois
crois, à au moins 193 000 bitcoins. Oui. Et ils comptent en acheter encore pour 600 millions de dollars minimum. Donc en fait, il va y avoir une pression d'achat, quel que soit le cours. En effet, pour beaucoup, il y a beaucoup de gestionnaires d'actifs qui considèrent que le bitcoin à 60 000 $, c'est pas encore assez cher. Autre particularité de cette hausse, messieurs, c'est le silence. Alors c'est en train de changer, mais d'habitude, quand on a un bitcoin qui bat son record historique, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, il y a une sorte d'euphorie. Alors là, ça commence. Moi, je le vois même à titre personnel dans la rédaction. On recommence à me dire alors, comment est-ce qu'on achète des cryptos? Vous n'êtes plus ringard, Amaury. Voilà, c'est ça. Est-ce que je devrais en acheter, etc. Alors que c'est des gens avec qui on avait parlé il y a quelques mois qui n'avaient pas passé le pas. Puis là, les gens se réveillent visiblement, mais il n'y a pas l'euphorie encore. Donc ça veut dire que le retail n'est pas encore complètement arrivé. Cette hausse, c'est quand même dû à des institutionnels ou alors à des gens qui étaient déjà présents sur le marché, qui avaient déjà des comptes. J'ai reçu sur ce plateau cette semaine David Princel, président de Binance France, qui m'a dit, par rapport à la hausse, il y a assez peu de nouveaux comptes qui ont été créés. Donc c'est une donnée intéressante. Qu'est-ce que vous vous dites là-dessus quand on voit qu'a priori, le grand public, entre guillemets, n'est pas encore là? Je pense qu'il y a enfin, il faut que les choses se fassent en ordre. Surtout pour les institutions financières, pour l'adoption et la mass adoption. Les institutions ont eu le feu vert pour créer les différents ETF. Maintenant, le sujet, c'est dans des sociétés de gestion ou voire même dans des contrats d'assurance vie, les faire accepter. Et donc ça, c'est pour un assureur, ça va être un peu compliqué. Parce que si vous avez une vision à long terme, on sait très bien que les ETF, c'est ce qu'il y a de mieux sur le côté un peu indiciel. Et donc aujourd'hui, enfin, on veut toujours aller très vite, mais ça fait que quelques semaines que ça a été validé. On a une hausse assez forte de l'actif sous gestion sous ces différents ETF, mais on n'est que début mars. Donc en finance, ça prend toujours du temps, surtout quand on parle d'un marché de plusieurs centaines de milliards. Et donc dans l'asset allocation d'actifs de n'importe quel épargnant, parce qu'il faudra qu'on en parle aussi du épargnant de base, monsieur et madame Michu, comme j'aime bien les appeler. Voilà. Vous avez déjà des allocations tactiques ou stratégiques des grands allocateurs, BlackRock, peut-être pas Amundi, mais State Street, qui vous disent mettez 1%, vous avez notre produit. Donc on voit qu'il y a ce catalyseur que sont les ETF, c'est-à-dire qu'on pose les tuyaux et les flux arrivent visiblement un peu plus tôt que prévu. Et puis il y a aussi toute cette publicité, notamment voilà, quand on a le premier gestionnaire d'actifs au monde qui est BlackRock, qui a 10 000 milliards de dollars sous gestion. Bon, ça fait quand même un joli tampon sur le Bitcoin, mais est-ce que ce ne serait pas, Jérémy, la hausse finalement, le meilleur ambassadeur du Bitcoin? C'est-à-dire que plus ça monte, plus les gens ont envie d'en acheter, paradoxalement. Si, bien sûr, mais d'une part, par rapport à la ferveur du retail et de l'épargnant traditionnel et particulier, il faut le voir aussi avec le prisme, on le voit avec le prisme franco-français. Je pense qu'on en parle déjà davantage, bien plus aux États-Unis. Il s'avère qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué en Europe de s'exposer à un actif comme le Bitcoin de façon régulée. Il y a des ETF, des ETP qui existent de manière par CoinShares par exemple, ou d'autres gestionnaires d'actifs, mais qui ne sont pas très peu proposés justement par les assurances vie sur le marché européen. C'est beaucoup moins démocratisé. Donc de fait, ça en fait un actif beaucoup moins accessible. Néanmoins, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, que le retail, que les particuliers ne s'y intéressent pas trop encore, parce que généralement, c'est toujours le signal d'un top, c'est-à-dire d'un sommet, et c'est aussi généralement une population qui achète le Bitcoin au plus mauvais moment. Et à la limite, je préférais une hausse graduelle. Pour moi, c'est aussi le signal d'un marché qui se mature. Tout le monde n'achète pas de l'or tous les jours, et c'est donc aussi le signal pour moi d'un marché qui mûrit. Et les gestionnaires d'actifs en prennent possession progressivement. Alors on peut le regretter pour de nombreuses raisons. Néanmoins, ça fait partie de la vie d'un actif traditionnel. Et pour le moment, je trouve que c'est plutôt positif en fin de compte qu'il n'y ait pas encore cette frénésie-là. Xavier, Xavier, allez-y. Oui. Après, c'est vrai que moi, je viens du monde grosso modo large de l'investissement. Je trouve toujours un peu dommage que ça soit toujours ceux qui sont informés, qui ont les moyens, les insiders, qui sont les seuls à profiter un peu de la fête. C'est pour ça que moi j'aime pas mal d'initiatives en plus franco-françaises, parce que dans le monde crypto-blockchain à l'international, les Français sont reconnus. On
en tant que spécialiste de la DeFi, dans différentes blockchains et ainsi de suite. Et pour une fois, avec toute la politique qui est menée, ce serait bien aussi d'en faire profiter l'ensemble, on va dire, des épargnants dans ces moments un peu difficiles inflationnistes, où il y a certaines initiatives qui ont été lancées, qui dans un cadre protégé, réglementé, avec le statut PSAN, qui fait l'exemple partout en Europe et ainsi de suite, je dirais pas de mettre toute son épargne, mais comme le disent certains allocataires, de mettre 1 ou 2%, quitte à ouvrir des comptes dans des sociétés un peu spécialisées. On voit que tout le monde vient en France pour attaquer le marché européen, puisqu'on a mis un cadre juridique avec l'AMF assez sain d'ailleurs, ce qui fait jurisprudence, puisque tout le monde vient un peu copier-coller ou voir rencontrer l'AMF. Et vous avez des acteurs, alors c'est pas exhaustif, et là je parle franco-français, et je nommerai pas les étrangers qui sont suffisamment grands et qui font leur beurre gras, mais des acteurs tels que Finari par exemple, qui mêlent actifs traditionnels et effectivement, crypto. Mounir Lagoun qu'on reçoit aussi dans l'émission avec Laurent Goumeau le matin, tout pour investir. Vous avez 10h midi du lundi au vendredi. Vous avez Rain aussi, qui est moins connu parce que R-A-Y-N, qui on a reçu aussi ici dans cette émission, qui est dans le sud de la France. Vous recevez tout le monde. Vous découvreurs de pépites BFM Crypto. Et donc je trouve que c'est intéressant aussi de faire connaître ce type d'entreprises qui ont le statut et l'ensemble des licences par l'AMF dans un univers sécurisé, parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal de scams, et aujourd'hui l'AMF a fait le travail, beaucoup de ces sociétés ont fait le travail de vous proposer à la fois actifs traditionnels et actifs crypto si vous le voulez. Et justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur X ou sur LinkedIn. On essaiera de vous répondre sur les arnaques ou autres, ou sur les plateformes. N'hésitez pas, toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à me les poser et on vous répondra dans la mesure du possible. Jérémy tout à l'heure parlait de maturité. Xavier, vous étiez aux États-Unis il n'y a pas longtemps pour ETH Denver et vous m'avez dit, ça y est, la blockchain est à l'heure de la maturité. Déjà, peut-être rappeler ce qu'est ETH Denver pour ceux qui ne connaîtraient pas cet événement. Oui, c'est un événement qui est poussé par Ethereum, la fondation. Il y a différents événements à l'international, notamment ETH Paris se passera à Bruxelles. ETHCC. Voilà, ETHCC, excusez-moi. ETHCC Paris se passera à Bruxelles au mois de juillet. En raison des Jeux Olympiques. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Exactement, parce que tous les lieux un peu sympas sont pris hors de prix avec toutes les grandes entreprises. Effectivement, après ce bear market qu'on a connu, moi, mon sentiment, c'est que en parlant avec différentes blockchains, notamment les Layer 1, elles ont travaillé leur sujet pour aussi préparer une espèce d'adoption tournée vers des projets qui sont, on va dire, je veux parler un peu en anglais, sustainable, où vous avez, par exemple, des fondations telles que Aptos, Sui, qui veulent intégrer l'économie réelle avec des projets sur la mobilité, sur l'identité, sur... Voilà, donc des cas concrets d'application du Web3. Sur la civic tech aussi. Vous savez qu'il y a plus de la moitié de la planète qui va être en élection cette année. Donc dans les pays émergents, c'est un vrai sujet. Et justement, les élections, il y en a d'ailleurs, les élections américaines qui vont arriver en novembre de cette année. Xavier, vous qui étiez aux États-Unis, comment est-ce qu'on, j'imagine que c'est quand même un sujet là-bas, et on voit que les deux principaux partis, républicains et démocrates, sont divisés en ce qui concerne les crypto-actifs. Est-ce que vous avez un peu des remontées du terrain? Comment vous voyez les choses? Alors, ce qui était drôle, vous avez quelqu'un un peu critiquable et critiqué, un iconoclaste qui avait un booth là-bas, un stand, qui est un candidat indépendant qui est Robert Francis Kennedy, qui a un peu des histoires un peu bizarroïdes, mais qui vient de la famille Kennedy, qui avait son stand. Un des seuls politiques qui est à la base, pour rappel, venant du Parti démocrate. Ouais, il a étiquette aujourd'hui. Voilà, et sans étiquette aujourd'hui à la présidence des États-Unis, qui est pro-Bitcoin. Et effectivement, comme vous le dites, Amaury, le sujet entre les démocrates et les républicains, c'est qu'ils sont divisés même en interne. Oui, en interne. En interne. Exactement. Parce que vous avez les pro-crypto, on va dire sous la houlette de la SEC sur le parti démocrate qui est au pouvoir actuellement.
Vous en avez d'autres qui sont contre, comme Elizabeth Warren au Sénat, qui est mordicus, dit que c'est le mal absolu. De l'autre côté, vous avez les excusez-moi, je finis. Non, mais je vais un peu trop vite. Et vous avez les pour et contre crypto. Et de l'autre côté, vous avez le sujet des stablecoins, qui deviendra un vrai sujet. Pas des stablecoins, des monnaies des banques centrales. Les MNBC. Voilà, MNBC, des monnaies des banques centrales. Parce que c'est pas très clair pour la SEC. Tout le monde attend l'élection présidentielle pour voir le nouveau patron de la Maison Blanche qui décidera. On ne sait pas exactement ce qui peut se passer, mais Jérémy, là, est-ce qu'on peut savoir entre républicains et démocrates qui est le plus pro-crypto? Ça peut se départager ou pas du tout? Non, franchement non. Alors il faut savoir qu'il y a un gros travail de lobbyistes. D'ailleurs, je vous recommande, alors pour le coup ce sont des confrères, c'est pas chez nous, c'est pas chez Capital, mais un très bon article de Politico en anglais, Politico US, qui parle notamment des lobbies crypto et du poids de financement des lobbies, notamment par Coinbase, qui investit beaucoup d'argent pour convaincre, mais quel que soit le camp, démocrate ou républicain. Il faut savoir que par exemple aux États-Unis, en Californie, c'est plutôt un candidat républicain qui est financé au poste de sénateur par ce lobby-là. On appelle ça des PAC pour ces lobbies. Dans l'Alabama, contrairement, et au Texas, c'est plutôt des démocrates. Donc en fait, il n'y a pas de règle là-dessus. À New York, par exemple, le maire Eric Adams, c'est un maire pro-Bitcoin, et auparavant, il y avait un candidat qui s'appelait Andrew Yang, qui lui aussi était démocrate et pro-Bitcoin. Mais en fait, même au sein du camp démocrate, ils sont très divisés. Donald Trump, qui s'est déclaré Bitcoin bad, je le fais très mal pour l'imitation, pardon. C'est pas mal. Mais qui était donc contre Bitcoin et contre les MNBC d'ailleurs par ailleurs, contre les monnaies numériques des banques centrales, a quand même vendu des NFT récemment pour se financer. Récemment, il a dit qu'il tolérait le Bitcoin. Oui, il est très volatile. Mais quoi qu'il en soit, c'est très compliqué de se départager, et il y a beaucoup d'argent qui est injecté de la part des lobbies crypto, mais comme ça se fait de manière traditionnelle aux États-Unis. On parle notamment d'un fonds de lobbyistes de 80 millions de dollars, notamment supporté par Brian Armstrong de Coinbase et même le rappeur Nas. Donc en fait, il y a de l'argent qui est injecté pour faire changer certaines mentalités. De la part d'Elizabeth Warren, je rebondis, c'est en effet pour elle les cryptos c'est le diag. C'est un petit peu quand même culotté, puisqu'on sait qu'elle a un portefeuille d'actions non plus qui est très conséquent, avec aussi quelques soupçons de délit d'initié, donc elle est assez mal passée pour. Et à noter qu'effectivement les démocrates ont en partie été quand même pas mal financés par SBF. FTX, ouais. Et donc depuis, ils ont pris un peu leur distance vis-à-vis du monde crypto. Xavier, sans forcément séparer crypto, stablecoin, bitcoin, etc. Là, on peut dégager une tendance, vous qui revenez des États-Unis, par rapport aux élections qui arrivent en novembre. Est-ce que c'est encore très flou? Alors est-ce qu'on peut dégager une tendance? Tiens, on a quand même des chances d'avoir un parti ou des candidats qui émergent qui sont pro-crypto, entre guillemets. En fait, j'ai envie de vous dire qu'il y a des chances que le côté masse adoption avance un peu. Pas forcément du côté de la présidence, mais surtout au niveau des candidats, des sénateurs et de la Chambre des représentants, où il risque d'avoir un renouvellement, notamment avec des quadras, parce que la population en a un peu assez d'avoir un peu ce match Biden-Trump à près de 80 ans. Et donc, ils risquent de renouveler, s'ils ont ce match-là, ils risquent de renouveler pas mal de jeunes loups qui ont envie de faire la différence et de marquer le coup pour le temps après. Et après, ce qui est, comme le disait Jérémy tout à l'heure, vous avez des candidats aux États fédéraux, des maires de grandes villes qui sont, on va dire, pro-crypto, qui sont prêts, qui ont eu leur salaire en pro-crypto, le maire de New York, Miami, qui accueille le plus gros event. Donc ça, petit à petit, on risque d'avoir effectivement dans le monde politique, on va dire équilibré. Ça bouge. Voilà, ça bouge. Exactement. Jérémy, on a terminé. Je ne sais pas si vous voulez ajouter une dernière chose là-dessus. Les États-Unis ont compris aussi, quand même, malgré tout, il y a des candidats qui ont compris qu'il y avait un véritable enjeu aussi de souveraineté de leur part aussi pour concurrencer l'Union européenne qui avait avancé. Je pense notamment à une interview de Jean-Marie Mognetti, le PDG de CoinShares, le gestionnaire d'actifs en Europe, qui s'est récemment exprimé dans nos colonnes et qui a dit les États-Unis sont en train de se structurer, l'Europe est peut-être même en train de perdre la bataille. Donc quoi qu'il en soit, ils le savent qu'il y a un enjeu, ils vont y venir aussi. Bon, donc ça bouge en Europe et surtout du côté des États-Unis, notamment avec ces élections à suivre en novembre de cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Donc, je rappelle, Jérémy Lebescon, chef de rubrique Crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Xavier Gomez, ancien banquier et cofondateur de Invio. Merci de nous avoir suivis. Demain, pas d'émission crypto. On laisse la place à Christine Lagarde et aux équipes de la BCE. Mais vous retrouvez les pros des cryptos vendredi à 15h. Bonne journée, bonne soirée. BFM Business,
BFM Crypto, le club.